Alors, coucou mon petit panier de chatons ronron petit patapon, puis à bien y penser, ça devient infantilisant rapidement comme intro. Bonjour, normal tout le monde, ici Charles Beauchesne, et soyez les bienvenus au pire moment de l'histoire, ce balado historique où je me concentre sur le pire du passé, et entre autres les raisons pour lesquelles aujourd'hui, avant les spectacles, il y a des messages enregistrés qui disent « Bonsoir ». Nous tenons à vous rappeler d'éteindre vos téléphones cellulaires et que cette représentation de Big Lebowski, la comédie musicale, vous est présentée sur des territoires autochtones non cédés. Mais qu'essentiellement, à part le mentionner à ce moment précis qui a plus ou moins rapport, personne ici va faire quoi que ce soit à propos de ça. De rien. Place au théâtre. Est-ce que j'ai l'air d'un homme marié? La cuvette des chiottes est relevée, mec. Appelez-moi... le Douda. Effectivement, amis du continent américain, c'est une fois de plus un de ces épisodes où on va culpabiliser tous ensemble d'être des descendants de colons venus s'installer ici alors qu'il y avait déjà plein de monde et que quelqu'un a proverbialement tassé quelqu'un, comme on dit. Résultat, aujourd'hui, l'Amérique, c'est plein de blancs en sandales flip-flop directement dans le métro, puis fouillez-moi, c'est toujours ce monde-là qui croise leurs jambes quand ils sont assis, puis t'en as pour 3 stations à éviter de peine et de misère leurs vieux ongles d'orteil. Le rêve américain. Mais étant donné que c'est pas la première ni la dernière fois que je vous fais un épisode sur les horreurs de la colonisation, cette fois-ci, j'ai décidé de nous sucrer tout ça avec une histoire nostalgique rassurante que vous connaissez, Pocahontas. Ouais, donnez-moi juste 2 secondes de trouver la cassette dans le sous-sol. Ah, it's it. Pocahontas, l'aventure extraordinaire de cette princesse autochtone qui, malgré leurs différences, unira son peuple à leurs nouveaux amis européens. Pour ce faire, elle sera accompagnée du beau et valeureux John Smith, ainsi que du diabolique gouverneur Radcliffe, qui n'est pas explicitement homosexuel dans le film, mais qui a néanmoins un genre d'assistant qui est à toute fin pratique son bottom. Plongeons donc dans le merveilleux monde de Disney, histoire de voir si on n'est pas capable de retirer une couche de paillettes et voyons voir ce qu'il restera de Pocahontas. Pars-moi le générique. Hey, maudit que les chansons sont bonnes, par exemple. Hey, les couleurs du vent. Tout le monde veut toujours faire cette tune-là en karaoké. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la version québécoise n'est pas trouvable puis que la seule encore disponible, c'est celle des Français, mais que les paroles ont juste pas rapport. Est-ce que ça m'est arrivé souvent, ça? L'air du vent, qu'est-ce que vous me faites, les Français? Du vent, c'est de l'air! Contexte historique. Nous sommes aujourd'hui. Eh bien, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, voyez-vous, pour apprécier pleinement la vraie histoire de Pocahontas, il faut savoir ce qui est devenu sa légende aujourd'hui. Ce qui serait très facile si mon public était principalement composé de femmes entre 35 et 43 ans qui ont regardé en boucle le dessin animé des années 90 en montant une chorégraphie de danse en pyjama pour des parents qui sont en train de se saouler comme jamais un étage plus haut. Mais non, une partie de mon public étant aussi d'humbles dudes avec des t-shirts de Warhammer 40 000 qui boivent du Mountain Dew en se grattant les couilles, ainsi que quelques amis non-binaires qui font toutes ces affaires-là en même temps, I guess. Voici un résumé du synopsis de Pocahontas, le film de 1995, pour vous remettre en contexte. En gros, Pocahontas, c'est une audacieuse princesse autochtone d'Amérique avec un esprit fort qu'elle tient de sa mère qui est morte parce que Disney. Toujours à la recherche du chemin qui la mènera vers l'aventure et la découverte quand elle n'est pas en train de faire ce qu'on pensait que les Autochtones faisaient avant l'arrivée des Blancs, c'est-à-dire des plongeons méga gracieux dans des chutes d'eau super hautes, avoir les cheveux qui virevoltent inexplicablement dans le vent 95% de son temps d'écran et évidemment ventiler ses problèmes auprès de l'esprit de sa grand-mère qui est devenu un arbre. Tout est donc, on ne peut plus autochtone par ici. Fait qu'un jour accoste sur ce nouveau monde un bateau d'anglais avec à son bord le séduisant capitaine John Smith, qui est le blanc le plus blanc que vous avez jamais vu, interprété par Mel Gibson d'ailleurs, avant qu'il devienne plus antisémite que suggéré à Hollywood. Bref, eux autres, ils viennent en Amérique pour chercher de l'or et rien d'autre, parce que c'est plus facile à comprendre pour les enfants que des ambitions colonialistes, t'sais. Fait qu'ils se mettent aléatoirement à creuser des trous dans le sol un peu partout en tirant sur des arbres au canon, exactement comme quelqu'un qui ne trouvera jamais d'or de sa joie le vert de vie.
Pendant ce temps au village, Kokum, le plus courageux guerrier de la tribu des Powhatan, demande Pocahontas en mariage, mais veut pas parce qu'elle trouve dolle et que, malgré de titillantes peintures de guerre qui représentent 2 pattes d'ours méga viriles directement sur ses pecs, elle aimerait mieux rester amie en attendant de trouver un gars qui est comme lui, mais juste pas lui. Éventuellement, Pocahontas et John Smith se rencontrent et malgré quelques commentaires un peu racistes où il traite les Autochtones de sauvages à tout bout de champ de façon super raciste, Pocahontas finit par lui faire le truc de « peut-être que c'est vous, les sauvages » et ils tombent amoureux essentiellement parce qu'ils sont beaux. Là, bien sûr, Kokum se fait gonner par un Européen, le petit Thomas, d'ailleurs interprété par un jeune Christian Bale avant que sa job ça devienne de grossir puis de rétrécir comme un accordéon. Une guerre éclate entre les deux clans, John Smith est capturé par le clan de Pocahontas, éventuellement il finit par le sauver au prix d'une grande montée dramatique avec une toune en canon où les deux bars se traitent de sauvages pendant une demi-heure et bizarrement, cette fois, ça ne fait frencher personne. Le gouverneur Radcliffe essaie de gonner le chef du village, mais John Smith intercepte la balle sur le pilote automatique comme un vrai héros. Les Blancs se rebellent contre le gouverneur puis finissent par le jeter en prison pendant qu'il dit « Je vous ferai tous pendre! » La paix revient, grand-mère Saul fait des ondulations New Age apaisantes. Blessé, John Smith retourne en Angleterre dans un voyage où il y a réalistement aucune chance de survie dans un bateau plein de scrofules. Pocahontas l'embrasse amoureusement une dernière fois avant de le laisser partir et pour être honnête, c'est quasiment sous-entendu que les Blancs ont bien appris leur leçon et que tout le monde va sacrer à paix pour toujours à partir de là. Fin. Bon, ça c'était une histoire, OK? La vraie patente est malheureusement beaucoup plus pire moment de l'histoire si vous me permettez de devenir ma propre expression. Contexte historique pour de vrai. Nous sommes en 1607. À cette époque, la colonisation du Nouveau Monde par les puissances européennes est déjà bien entamée. Les Français sont au nord et en Acadie, les Espagnols sont aux îles Canaries, et le roi d'Angleterre, Jacques Ier, commence à se dire qu'il faudrait bien qu'il envoie une couple de bateaux de l'autre côté de l'Atlantique pour pouvoir faire partie de l'international concours de gros pénis et faire oublier à tout le monde que son nom, c'est aussi celui d'un oncle un peu ennuyeux. Jacques Ier d'Angleterre. On l'a pas déjà vu dans un autre épisode, lui? Bonjour tout le monde, c'est moi, James Ier d'Angleterre. Tout droit sorti de l'épisode sur Guy Fawkes et la conspiration des poudres, saison 5. Vous vous souvenez? Mon nom a été francisé à Jacques entre-temps. Cool, non? Et ben maintenant, ma nouvelle affaire dans la vie, c'est de conquérir le Nouveau Monde. Si je ne suis pas votre personnage historique préféré après ça... Si je puis me permettre, sire, l'Angleterre a déjà essayé d'établir une colonie en Virginie sous votre prédécesseur. Ah, génial! Comment ça s'est passé? Vous savez ce que je ne vous ai pas fait depuis longtemps? Une bonne pipe. Allez, oubliez tous vos soucis. Détail dark. En effet, jusqu'ici, les Anglais avaient surtout réussi à échouer de façon monumentale l'implantation d'une seule colonie dans le Nouveau Monde sous le règne d'Élisabeth Ier. Et c'est d'ailleurs en l'honneur de celle qu'on appelait la Reine Vierge qu'on a baptisé la région Virginie, la colonie des Vierges. Dieu merci, il n'y avait aucune colonie des sports-études pour les enfermer dans la colonie des casiers. Cette première colonie de Roanoke est un désastre tellement calamiteux que les Anglais ont suspendu leur tentative de colonisation des Amériques pendant 30 ans. Qu'est-ce qui est arrivé à la colonie? On sait pas. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas été approvisionnés pendant 3 ans. Oupsie. Capitaine, ça va? C'est fou, ça doit faire 3 ans que j'ai vraiment l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais... Oh, merde, la colonie! Combien de temps ça vit un humain sans manger? 4-5 ans facile, right? Right? En effet, quand les ravitaillements ont fini par arriver, la colonie était déserte. Pas de morts, pas d'effets personnels, pas de mots acquis de droit on disparaît pour toujours, rien. En tout cas, moi, j'ai mon hypothèse sur ce qui s'est passé, mais ça inclut un clan de chasseurs extraterrestres qui peuvent devenir invisibles, mais là, on entre dangereusement en territoire émission à partir d'une certaine heure sur Historia. C'est une joke de Predator, soit dit en passant. En tout cas, j'en profite pour vous faire un chin de Mountain Dew, les garçons. Chose certaine, ça va avoir comme répercussion d'être bien angoissant pour nos vaillants colonisateurs en herbe entassés sur des bateaux de merde et qui peuvent maintenant s'imaginer au gré de leur fantaisie que le Nouveau Monde, c'est un genre de gouffre diabolique duquel personne ressort. Aller-retour pour le Nouveau Monde! Prenez votre aller-retour pour le Nouveau Monde! 2 allers-retours pour le Nouveau Monde, s'il vous plaît. Ça fera 15 pièces. Et voilà, vos allées simples pour le Nouveau Monde. Au revoir. Pardon? Rajoutez à ça que c'est pas une époque où les gens réagissent bien à ne pas comprendre quelque chose.
Yar, mon gars! Comme ça, on veut s'embarquer pour le Nouveau Monde. On va faire une légère entrevue pour voir si vous avez ce qu'il faut pour survivre. D'accord, sir. Premièrement, êtes-vous raciste, moussaillon? Autant que tout le monde au XVIIe siècle, j'imagine? Allons. Vous devez sûrement avoir une réaction forte en voyant des gens habillés bizarres, Non, je ne crois pas. En fait, qu'est-ce qui est bizarre dans le fond? Tout est relatif. Peut-être que c'est nous qui sommes bizarres d'un certain point de vue, qui sait? Allons, vous avez certainement une quelconque tendance à la violence envers les gens qui ne parlent pas la même langue, peut-être? Non, jamais. Jamais. Et l'esclavagisme, ça vous branche? Grand Dieu, non. Comment un homme pourrait-il appartenir à un autre homme? Ouais, non, vous savez quoi, en fin de compte, ça ne le fera pas. Ramenez-le dans les mines de charbon. Plus vite! Embarque donc sur 3 navires le 20 décembre 1606, 105 passagers, dont plusieurs nobles qui n'ont pas l'intention de lever le petit doigt parce qu'ils mangent des grosses cuisses de poulet, 39 membres de l'équipage et un certain capitaine John Smith. John! Détail intéressant. Bon, le fameux John Smith à cette heure. Premièrement, j'aimerais mentionner que si dans le film, il est beau comme un prince charmant créé artificiellement à partir d'un milkshake à vanille puis du matériel génétique de plusieurs autres princes charmants, la vérité, c'est que le John Smith historique était laid comme un cul. Vous irez voir ses portraits, il a l'air de Animal, le drummer des Muppets. Par contre, John Smith, laissez-vous pas avoir par son nom générique, c'est ce qu'on pourrait appeler un putain de héros. Checkez bien ça. Explorateur et soldat depuis l'enfance, tabarouette, à 27 ans, Smith avait déjà une réputation d'aventurier impressionnante. Il a combattu les Turcs, été capturé par des pirates, vendu en esclave à un Turc, offert en cadeau comme jouet sexuel pour la fiancée de son maître, non, finalement nice, qui est bien sûr tombée amoureuse de lui avec sa vieille face de jeune zizi top. Jaloux, son maître turc se serait mis à le battre, mais John Smith aurait accumulé un peu plus de fureur de vivre à chaque coup et finalement réussi à tuer le méchant Turc. Yeah, John Smith! Suite à quoi, il se serait joint à la marine parce que blablabla liberté, puis maintenant il est sur des portraits avec une grosse collerette de l'époque qui fait qu'il a l'air d'un centre de table monté sur un body de mousquetaire. Yeah, John Smith! Précision importante, et ce n'est pas un détail. Il est important de mentionner que plusieurs des faits rapportés sur les exploits de Smith viennent de Smith lui-même, tant sur ses périples passés que sur l'histoire de Pocahontas, qu'il aurait écrit à peu près 10 ans après les événements, le tout en se décrivant bien sûr toujours grosso modo comme un genre de bellâtre héroïque qui fait tomber les filles. Donc dites-vous que la version du film de Disney, c'est précisément ce qu'il voudrait qu'on pense de lui. Je me souviens, ce jour-là, j'étais particulièrement canon. Un mâle alpha, comme disent les scientifiques. Néanmoins, malgré le fait que les écrits de Smith aient jamais été certifiés, les historiens s'entendent pour dire qu'ils ont jamais été démentis non plus. Mais là, tout ce monde-là s'entend aussi pour dire que tout est exagéré, fait que vous voulez que je fasse quoi au juste? Les 3 bateaux quittant l'Angleterre sont le Godspeed, le Discovery et le Suzanne Constant. C'est qui ça, Suzanne Constant? La marraine de quelqu'un? Une prof de piano à Delson? Une madame qui commente toujours sur le site de Ricardo en disant « Merci pour la recette de poulet au beurre, mais j'ai changé le poulet par du veau puis le beurre par du beurre de pinot, puis ça goûte un petit peu trop les noix à mon goût. » Mystère total. Mais est-ce vraiment si intéressant? Cela étant dit, c'est la compagnie de la Virginie qui avait le mandat de l'expédition, une entreprise d'Angleterre à but lucratif en esti dont plusieurs gros investisseurs et nobles anglais avaient acheté des parts dans l'espoir de faire une quantité ridicule d'argent, messieurs. Oh, bravo! Stupendous! Il n'y a pas à dire, nous incarnons le bien. Tout ça en plus de trouver de l'or, des diamants et pourquoi pas ce fameux passage maritime vers les épices d'Asie tant qu'à y être. Et là, vous voulez savoir ce qui est drôle? Ce passage-là n'existe pas. Il n'a jamais existé. Puis en Virginie, il n'y a aucun or, aucun diamant ramassé. La traversée dure 4 mois de vieux voyages pleins de maladies. Et on accoste finalement en Amérique le 13 mai 1607 sur les rives de la Virginie, dans la baie de Chesapeake, histoire d'y fonder la colonie de Jamestown. C'est moi! Bravo, messieurs! Et bien sûr, directement sur les terres ancestrales du peuple des Powhatan, genre direct au milieu du salon. Bonjour, nous sommes le peuple des Powhatan. Est-ce qu'on peut vous aider? Oui, aidez-nous donc à monter la colonie au lieu de vous pogner le cul. Tenez,
Voici un baril, mettez ça quelque part. N'importe où. Libérez-moi de la charge mentale et prenez des initiatives. Et vous pouvez être certain que même si tout le monde savait très bien que personne n'avait découvert le fameux passage qui mène aux Indes, dont la principale caractéristique est, je vous le rappelle, de ne pas exister, les Anglais vont bien sûr se faire un plaisir de s'ostiner à appeler tout le monde sur place des Indiens. Ah, excellent emplacement de tonneau. Merci, ami indien. Nous sommes des Powhatan. Ah, encore cette attitude. Comment espérez-vous devenir des sous-fifres de la colonie comme ça? Maintenant, pourquoi n'allez-vous pas me chercher un de vos fameux curés? Parmi les quelques 25 000 Powhatan de la région, on retrouve aux premières loges du débarquement la fille du chef de leur confédération, la jeune Matoaka, ce qui veut dire « petite fleur des neiges ». À ne pas confondre avec Des fleurs sur la neige, la mini-série avec Céline Dion, dont le range de jeu passe de mal à l'aise triste à mal à l'aise, des heures de plaisir et de mal à l'aise. Détail intéressant. Le vrai nom de Pocahontas n'était pas Pocahontas. Pocahontas, c'est un surnom d'enfance qu'on va donner à Matoaka et qui veut dire soit la petite capricieuse, la petite joueuse ou encore la petite impudique. Et là, cette pente est devenue si abrupte si rapidement. En fait, ce serait son père, le chef Powhatan, qui aurait décidé d'appeler la princesse, parce que oui, c'est bel et bien une princesse, soit dit en passant, de rien pour cette poignée de poudre de perlimpinpin, d'appeler la princesse comme ça pour éviter de révéler son vrai nom devant les Européens, parce que tout porte à croire qu'il y a eu instinctivement un genre de feeling de ne pas faire confiance à ces gens-là avec toutes. Alors, qu'avons-nous là? Et quel est le nom de cette jolie petite fille? Chez nous, on l'appelle la petite dévergondée. Ouf, je lui ai peut-être sauvé la vie aujourd'hui. À moins que j'ai empiré toute la patente. D'ailleurs, pour ceux qui seraient tentés à ce stade-ci de sexualiser la princesse, Matoaka est née en 1595. Faites un petit calcul rapide, puis vous comprendrez qu'elle avait 12 ans en 1607 quand elle fait la rencontre de John Smith, qui lui avait déjà vécu pas mal d'affaires, comme en témoigne sa vieille barbe pleine de morceaux de nourriture. Donc, heureusement pour tout le monde, on doute fortement qu'il y ait eu une quelconque forme de romance entre les deux, et c'est parfait comme ça. Détail nudiste. Bon, quoi encore? Les enfants Powhatan ne portaient pas ou très peu de vêtements et avaient les cheveux rasés presque entièrement, sauf une petite section en arrière de la tête qui laissait pousser en longues tresses. Donc, loin de moi l'idée, une fois de plus, d'essayer de vous dissuader de sexualiser la princesse. Je sais que dans le film, elle est méga canon, mais là, je vous inviterai à la voir plus comme une espèce de petit Mowgli prépubère. Qu'allez-vous faire maintenant? John Smith aurait rencontré la petite Pocahontas un de ces jours où il serait parti en expédition pour trouver le Moses de chemin qui traverse le continent nord-américain de bord en bord, puis à un moment donné, l'Inde. Bref, en faisant ça, il se serait fait enlever par des guerriers Powhatan avant d'être ramené devant le vénérable Wahun Senaka, leur chef et père de Pocahontas. Donc allons voir la version John Smith de ce qui s'est passé. Cher journal, aujourd'hui, alors que j'étais occupé à être un habituel parangon de beauté, mystère et courage, j'ai été capturé par une tribu de sauvages, tels que les appellent les scientifiques. Je crois qu'ils ont essayé de me sacrifier à un de leurs dieux impies, mais à ce moment, une de leurs plus belles femmes s'est jetée sur moi pour empêcher cet outrage envers l'espèce humaine qu'est le fait de tuer un aussi beau gosse. Ces gens ont bel et bien en eux une parcelle de sagesse instinctive et raw. Bon, évidemment, on n'a aucune preuve que les choses se soient passées comme ça et il n'y avait aucun témoin anglais pour confirmer sa version. Donc voilà, à prendre et à laisser. Par contre, si on se fie aux traditions des Powhatan, ce qui aurait été plus crédible serait que Smith ait absolument rien compris alors qu'on lui interprétait un rituel d'adoption, sous la forme d'une espèce de pièce de théâtre avec des cris de guerre, des visages peints un peu épeurants et bien sûr des lances pointées sur lui, mais juste pour le show. Enfin, lâchez-moi, bande de sauvages! OK, tout le monde, on lui fait le rituel d'adoption. Peut-être que s'ils se sont inclus, il arrêtera de faire des choses weird. Allez, tout le monde, faites aller vos lances pour lui montrer qu'on le respecte. Plus proche des yeux, tout le monde! Oh, regardez, c'est la princesse. Mais enfin, voulez-vous bien arrêter de l'adopter? Vous voyez bien que c'est un imbécile qui pue le persil! Ça alors, ce petit Mowgli est définitivement en train de me sauver la vie. Vite, mangeons plus de persil pour avoir bonne haleine. Donc, dans une espèce de cérémonie rituelle de 3 jours, au bout desquels ils allaient lui remettre un genre de carte de membre symbolique du peuple des Powhatan, on pense que Smith aurait tout bonnement inventé l'intervention de Pocahontas, puisque selon la tradition, les enfants pouvaient même pas participer à ce genre de rituel-là. Mais à ce stade-ci, vous commencez à comprendre que John Smith, tu peux jamais truster la version de ce gars-là, il est aussi crédible qu'un
roi nigérien qui te demande ton nip par courriel. Chose certaine par contre, la petite Pocahontas serait éventuellement devenue une sorte d'intermédiaire entre les Anglais et les Powhatan. Elle va effectivement être le pont entre deux peuples qui n'ont proprement rien à voir, allant rendre des petites visites dans la colonie pour ramener des informations ou échanger des biens, toujours en qualité de dignitaire officiel accompagné de quelques guerriers avec des gros pecs. Le capitaine Smith était quant à lui le représentant des Anglais et c'est leurs échanges amicaux et pacifiques qui vont contribuer à faire de ces années-là les plus harmonieuses de toute cette aventure. Ouais, pour l'instant, on en est à ces années d'innocence où John Smith est une espèce de mascotte poilue sympathique, pendant que Pocahontas se permet encore de jouer dans les rues de Jamestown, faisant des roues latérales tout nus devant des petits garçons anglais qui font « Wow! » Les choses changent irrémédiablement en 1609 quand John Smith va être blessé par une mystérieuse explosion de poudre à canon, puis là, il faut absolument le ramener en Angleterre pour le soigner après 4 mois dans un bateau plein de microbes de vieux plis de poche. Ouais, ce genre de blessure-là. Hé, regardez tout le monde! Si on jette des petits motons de poudre à canon à côté du feu, c'est drôle, ça fait des flamèches! Capitaine Smith, non! Ah! Mon beau visage! Si vous le dites, Smith. Détail dark, relatif à un complot. La version de Smith, c'est que tout ceci serait une tentative de meurtre envers lui parce que ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que pendant le voyage d'aller, John Smith trouvait qu'il était meilleur que le capitaine, alors il aurait organisé une mutinerie. Bien sûr, on va l'arrêter super facilement parce qu'il n'est pas aussi bon qu'il croit et il va passer la majorité du voyage au fer dans la cale. Puis la seule raison pour laquelle on l'a pas pendu en arrivant, c'est que les documents de la Compagnie de la Virginie stipulaient que c'était lui qui était censé être le chef de la colonie. Ce qu'il est devenu. Par conséquent, plusieurs personnes à Jamestown trouvent que le nouveau chef John Smith, c'est un peu une queue. Bref, John Smith retourne en Angleterre et les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que c'est pas mal ici que se termine le film de Disney. Ouais, Pocahontas de 1995, c'est une interprétation de... En gros, ces 3-4 niaiseries-là. Dans les années 90, on a fait des jouets McDo à partir de ça. Ah, dommage, parce que c'est pile à ce moment-là que les choses deviennent intéressantes. Ouais, ce qui se passe, c'est que juste après le départ de Smith, quand le froid va s'installer, une terrible famine va s'abattre sur la colonie de Jamestown et commencera alors cet épisode qu'on appelle l'hiver maudit. Bon, cool, des affaires, enfin. Si jusque-là, les rapports entre Powhatan et Anglais étaient essentiellement positifs grâce à un système de troc d'armes, de pots en cuivre et de morceaux de viande, voyant leurs réserves diminuer, les Anglais vont commencer à paniquer et se montrer de plus en plus insistants envers leurs hôtes pour avoir plus de viande. Et les Powhatan, quant à eux, vont se montrer de plus en plus gossés. On va vous prendre plus de viande aussi. Ouais, ben là... Et plus de fourrure, c'est froid. Je veux bien, mais me semble qu'on vous en a déjà donné pas plus tard que la semaine dernière. Puis excusez, nous autres aussi, on aimerait bien avoir chaud en mangeant de la viande. C'est possible. Regardez, je vais le dire, je pense qu'il est temps que vous retourniez dans votre pays. Vous voulez dire votre pays? Hein? Comprenant que les Anglais étaient pas seulement de passage, mais bien des envahisseurs, le peuple des Powhatan se sont dit que c'était peut-être le moment idéal pour commencer à être moins cordial, comme on dit. Donc, fini les bons deals de super troc, fini l'entraide et à la place, grosse misère et famine dans le froid. Et pourquoi ne pas assiéger leur fort de Jamestown, histoire que le message soit sans équivoque de décalisser? Les colons étant rendus autour de 200 à se faire chier à manquer de nourriture, s'empoisonner avec l'eau stagnante de leur puits infesté d'arsenic à cause de leur proximité avec un gros marécage de merde, en plus de vivre dans la peur continuelle de recevoir une flèche Powhatan direct dans le cerveau la seconde où tu vas pisser tout seul, tous commencèrent sérieusement à se demander pourquoi ils se forçaient à vivre ça au juste. Et c'est pile à ce moment précis qu'arrivèrent par bateau à Jamestown 300 nouveaux colons tout frais et encore plein d'espoir. Aïe, 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 les choses vont être spicy! Ah, Jamestown, enfin! Le voyage a été long, nous n'avions plus de nourriture et les conflits sur le bateau commençaient à dégénérer. Que commence une vie meilleure? Oh non, les flèches, ça fait mal! Détail dark. Des 9 bateaux partis d'Angleterre pour rejoindre Jamestown au pire moment imaginable, un était complètement infesté par la peste, un autre par la variole et un autre s'était pris dans une tempête en plein milieu de l'océan Atlantique et avait fait demi-tour. Rajoutez à ça maintenant que plusieurs passagers étaient des prisonniers recrutés pour être envoyés en Amérique à être le problème de l'Amérique, et les autres étaient de sympathiques parias de la société espérant se refaire une vie sur un continent où on sait d'emblée que ces gens-là sont des catastrophes sociales parce que sinon, ils seraient jamais partis.
2 femmes vont accoucher de bébés morts-nés pendant la traversée et au moins 30 cadavres vont être lancés par-dessus bord pendant le voyage. Puis là, ils arrivent dans une situation où leur présence est plus nuisible que jamais face à des Powhatan en colère qui leur suggèrent très fortement de retourner chez eux. Donc vous m'excuserez, mais c'est un peu phoné. Bon. D'ailleurs, pendant l'année qui va suivre, le nombre de colons va progressivement diminuer parce que les gens mourraient tout simplement un à un de faim, de maladie ou en se faisant exécuter pour avoir essayé de voler de la nourriture au magasin général. Près de 80% des 300 habitants, ce qui était déjà pas tant, vont périr pendant cet hiver maudit. En fin de compte, il va rester seulement 60 personnes. Détail dark additionnel. Les 60 derniers survivants ont dû se résoudre à faire des choses épouvantables pour éviter de succomber à la faucheuse, comme on dit de par chez nous. Après avoir mangé les chevaux, ils ont mangé les chats, les chiens, les rats, les souris. Puis si vous pensiez qu'on se rendait pas en dessous de cette frontière-là, ils ont mangé leurs semelles de bottes, des ceintures, avant de finalement décider de prendre ce fameux pari du cannibalisme. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la soupe du chef? Votre fils, monsieur. Ouf! Pendant un instant, je croyais que vous alliez tenter une joke, genre le chef est dans la soupe du chef, vous me voyez 100% rassuré. C'est la découverte des ossements d'une adolescente de 14 ans qui a permis de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. On l'a retrouvée avec des restes d'animaux dans un genre de tas de poubelle du 16e siècle. Les os de son visage portaient des traces de hache qui, selon une analyse, permettrait de conclure que ses amis colons l'auraient déterrée après sa mort pour la manger. OK, fiou! On lui aurait cassé le crâne post-mortem pour en sortir le cerveau, mangé la chair de ses joues, 2 petites joues d'ado. Il était combien là-dessus? Le cannibalisme, les amis. Vous savez ce qu'on dit? Dépendamment pour qui on vote, ça se peut qu'on en arrive là. Ce sinistre épisode de l'hiver maudit prend finalement fin quand un bateau de ravitaillement va finir par arriver à Jamestown. D'ailleurs, les 60 colons qui ont survécu sont maintenant repus, fous de rage et ne demandent plus qu'à se venger des Powhatan. Ce qui, bien sûr, va engendrer un carnage de tous les côtés. Ouais, à ce stade-ci, vous devez vous demander pourquoi je parle aussi peu de Pocahontas, mais n'ayez crainte, c'est ce que je vais faire immédiatement. Pendant que la guerre faisait rage entre les deux peuples, Pocahontas, qui avait maintenant l'âge de la puberté, ne se promenait plus toute nue comme les enfants, se laissait pousser les cheveux longs et avait même quelques tatouages sur le corps. Alternatif. Ouais, c'est ça qu'on disait dans les années 2000 quand quelqu'un avait un tatou avant que l'affaire la plus punk à faire de nos jours, c'est de ne pas avoir de tatou. Anyway, pendant ce temps-là, Pocahontas, ado cool, s'est réfugiée dans un autre village où elle s'est fiancée à un autre ado cool, ce bon vieux Kokum. Ah ben, tabarnak, Kokum, man! Dans cette réalité-là, elle le trouvait pas dole. Hey, Kokum, je suis content pour lui. Historiquement, d'ailleurs, lui, c'est un genre de dirigeant guerrier Patawamek aux commandes d'une couple de boys. Mais étant donné qu'il n'était pas de haut rang comme Pocahontas, on peut supposer que leur union en était une d'amour. Oh! Puis ils ont eu un enfant! Oh! Un enfant appelé Petit Kokum! Oh! OK, qu'est-ce qui va se passer? Comment le destin va-t-il nous punir pour cet instant de bonheur? What's up? C'est quoi la trappe? Tandis que Pocahontas vivait sa belle petite vie tranquille au village du clan Patawamek avec son mari, son bébé, puis peut-être un raton laveur qui venait manger leur vidange si vous insistez pour qu'on leur donne un compagnon animal, ben pendant ce temps-là, les tensions étaient pas mal au maximum entre les colons et le clan de Pocahontas. D'un côté, 8 Anglais étaient retenus prisonniers chez les Powhatan, et à Jamestown, une dizaine de Powhatan avaient été réduits en esclavage. Aïe, 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 aïe. Et voilà que pourquoi pas arrive un autre antagoniste venu d'Angleterre, le capitaine Samuel Argall. Juste avec son nom, je le sens que c'est un pas fin. C'est un peu le vrai gouverneur Radcliffe de notre histoire pour ceux qui ont encore le cœur d'imaginer ça en dessin animé. Très bien, messieurs. Il y a 8 prisonniers anglais chez les hindous. Voyons, capitaine, ça ne se dit pas. Nous sommes en 1609. Il préfère être appelé Indien. Écoutez-moi bien, espèce de salouk. Nous allons kidnapper la princesse Pocahontas. C'est le chef Patawamek qui l'abrite chez lui. Il ne saura certes pas résister à quelques pots de cuivre. Tenez, voici qui devrait faire l'affaire. Et hop! Aïe! Suite à quoi, le capitaine Argall va aller voir le chef Patawamek qui abrite dans sa tribu Pocahontas et les 2 Kokums de différentes grandeurs, qui va proposer ce fameux accord très désavantageux d'échanger des prisonniers contre un trousseau de vaisselle. Évidemment, le chef Patawamek va se sentir un peu niaisé et refuser. Mais fouillez-moi, il va finir par accepter et vendre Pocahontas, la princesse d'un autre clan qui était chez eux à titre de chilleuse surtout. Ah ouais?
C'est important comme ça, les pots en cuivre. Ouais, personnellement, moi, j'ai une affaire avec les aiguisoirs en forme d'objets du quotidien. Vous allez devoir me faire confiance là-dessus, les amis, mais rien de mieux qu'aiguiser son crayon dans une minuscule machine à coudre antique. Le plan était donc d'amener Pocahontas visiter le bateau du capitaine Argall avec le chef Patawomek, son épouse, la jolie star, et leurs amis. Allez, viens donc, Pocahontas! On va aller voir le beau bateau! Ah, je sais pas trop, madame, la femme du chef. Je ne troste pas ces colons. Tenez, chef, voici quelques pots en cuivre. Tu vois? T'es pleine de préjugés, Pocahontas! Ça oui, non! Non, vous insistez donc ben, femme du chef. Qui? Moi? Bon, Pocahontas, j'espère que tu es contente. Tu fais pleurer ma femme, Astor. Moi, le chef, va voir le bateau, merde! Pocahontas veut pas venir avec nous sur le bateau! Voyant que ça attristait vraiment la femme du chef, Pocahontas finit par accepter d'aller sur le cibole de bateau. Suite à quoi, ils ont mangé et passé la nuit à bord, probablement à flatter les cheveux de Madame Patawomek, qui assurément a fini la soirée saoule et insupportable. Donc, le lendemain matin, quand les visiteurs étaient prêts à partir, Argall a tout bonnement annoncé à Pocahontas qu'elle pouvait comme pas s'en aller finalement. Ouais, vous ne pouvez pas vous en aller finalement. Pour être honnête, je me doutais bien d'une shit comme ça. Maintenant, Patawomek, rendez-moi les prisonniers anglais en échange de mon otage. Ah, oui, voilà donc pourquoi je n'aurais pas dû faire ça. Désolé, Pocahontas, j'ai bel et bien tout merdé. Suite à quoi, on va libérer les prisonniers anglais, et si vous pensez que le capitaine Argall va tenir parole et relâcher Pocahontas maintenant que tout est relax, eh bien non, il va garder Pocahontas prisonnière, et juste pour que vous le haissiez encore plus, il va faire assassiner Kokum Senior. Non! Mini Kokum, de son côté, va être confié aux soins des femmes du village, mais Pocahontas va jamais le revoir de sa vie. C'est dommage la merde! By the way, je demande une rançon maintenant à quiconque veut revoir cette sauvageonne, sinon il pourrait lui arriver du mal. Bande de sauvages! Capitaine, des fois, je me demande si ce n'est pas nous, les sauvages, finalement. Ah non, vous ne recommencez pas avec ça! En tout cas, rendu là, craignant qu'on fasse du mal à sa fille, le père de Pocahontas va tenter aucune attaque et payer la rançon. Suite à quoi, le capitaine Argall va faire quelque chose d'encore plus antipathique et simplement ne pas la libérer et ne jamais dire à Pocahontas que son père avait payé la rançon pour qu'elle pense qu'il se crisse d'elle. Hey, ça c'est chien, ça. C'est chien, mon Stan, c'est chien! C'est tellement chien! Détail dark. Et si vous venez de vous dire qu'à tout moment, ça aurait été super facile pour quelqu'un d'agresser sexuellement quelqu'un dans cette histoire-là, la réponse est oui. Et maintenant, pour switcher d'atmosphère, voici mon hilarante imitation de Chanticère. Le chien carlin, ou Pog, est un animal résultant du croisement entre un loup et une grosse saucisse à hot dog qu'on a fait bouillir pendant 32 semaines. Fascinant. Donc, qu'est-ce qui va advenir de Pocahontas? Ben, c'est parti full throttle pour un autre tournement parce que là, le diabolique capitaine Argall va décider que maintenant, le film dans lequel on est, c'est le journal d'une princesse et que la prochaine étape, c'est de faire de Pocahontas une Européenne et de l'obliger à s'assimiler à la colonie anglaise dans son propre pays, plein de Powhatan qui vont voir ça et trouver ça pour le moins mélangeant. Ils veulent qu'elle soit une Anglaise chez elle, chez eux, chez nous? Tu sais, des fois, il m'arrive de m'ennuyer du temps où notre plus gros problème, c'était un ours. Fait que là, on a comme qui dirait deux choix. Soit on peut imaginer la scène comme un gros endoctrinement forcé avec des bibles puis des patrimoines ancestraux qu'il faut abjurer parce qu'ils sont désormais complètement sataniques. Ou un genre de makeover de comédie pour adolescentes où elle doit marcher droit avec des livres à la tête, se faire épiler les sourcils et comiquement trouver que ça fait mal. Sans oublier un petit montage où elle essaye une après l'autre plein de grosses robes du 17e siècle avec un valet homosexuel super sympathique qui désapprouve toutes les tenues sauf la dernière. Puis là, la shot d'après Pocahontas sort de la boutique avec plein de sacs de shopping et le plus fierce de tous les chapeaux. Tout ça pour dire qu'une fois l'épouvantable processus d'endoctrinement forcé avec des bibles complétées, la touche finale, c'est un bon vieux nom européen. Donc, fini Pocahontas, fini la petite fleur des neiges, maintenant c'est Rebecca.
Et je m'excuse profondément à toutes les Rebecca du monde. J'ai excellent nom dans un contexte de salon de coiffure à Delson. Je sais pas ce que j'ai contre Delson aujourd'hui, mais dans ce cas précis, vous êtes un downgrade. Bref. Et maintenant, amis de la colonie, c'est un honneur pour moi de vous présenter la nouvelle coqueluche de la haute société, Rebecca! Ça alors, matez-moi cette collerette en accordéon. Oh! L'heureux élu va être un dénommé John Rolfe. Et là, les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que depuis une couple de paragraphes, on est maintenant officiellement dans le scénario du film Pocahontas 2 de 1998, direct en VHS avec une animation plus cheap qui a toujours l'air de manquer une couple de frames par seconde. Détail pseudo-mystérieux. John Rolfe, c'est un cultivateur de tabac dans la colonie qui aurait écrit une lettre au gouverneur pour avoir la permission de marier Pocahontas, parce que c'est à lui qu'il faut demander, prétextant être tombé amoureux d'elle et, attendez la suite, vouloir l'épouser pour sauver son âme et en faire une bonne chrétienne. Rajoutez à tout ça qu'à l'époque, c'était l'Espagne qui avait le quasi-monopole du tabac, un marché qui rapportait beaucoup d'argent. Par contre, l'environnement de la Virginie était plus propice que l'Espagne à sa culture parce que ça vient de là, tu sais. Donc, John Rolfe serait arrivé dans le Nouveau Monde précisément dans le but de cultiver du tabac et faire ce qu'on appellerait en termes de machine vidéo poker du méga moula. Mais les secrets de l'agriculture du tabac avaient cette fâcheuse habitude d'être gardés férocement par les Autochtones qui refusaient obstinément de partager leur savoir avec les Anglais, jugeant que le tabac est une plante sacrée. Donc, en épousant Rebecca Pocahontas, on peut supposer que Rolfe y voyait une opportunité de percer le mystère du tabac. La réponse me semble élémentaire. Qu'en dites-vous, Watson? J'en pense, Holmes, que je suis un docteur et que vous me faites toujours passer pour un idiot. J'ai été blessé en Afghanistan pour des gens comme vous, merde! John, c'est la dernière fois que je vous laisse faire de ma cocaïne. Je suis tout puissant! Le mariage entre Rebecca et John Rolfe est célébré le 5 avril 1614 à Jamestown. Le père de Rebecca Pocahontas a été invité, mais on s'en doute, il a préféré ne pas se présenter, pas parce qu'il était froissé, mais bien pour éviter de se faire capturer lui aussi. Dieu sait quel makeover on lui aurait fait. Toujours est-il que cette union à laquelle plusieurs Powhatan et Anglais vont assister vient tentativement sceller une paix précaire entre les deux clans pour un temps. Peut-être que c'est un mariage auquel Pocahontas se serait sentie forcée, peut-être qu'on l'a littéralement forcée, mais peut-être aussi qu'elle était consciente de sa position pivot qui pouvait pacifier les rapports et éviter davantage de calamités. Chose certaine, de son côté, John Rolfe détient maintenant le secret du tabac et peut maintenant faire pousser des champs et des champs de grosses clopes pour les vendre à prix fort aux Anglais, toujours à la recherche de quelque chose pour avoir l'air cool. Détail dark. La même année, Lady Rebecca Pocahontas Rolfe donne naissance à un enfant, le petit Thomas, qu'elle appelait aussi Tomokomo. Oh, ben voyons donc, pourquoi c'est un détail dark? Ah, parce que la date de naissance de l'enfant n'est pas notée dans les registres de l'époque. Ah, puis que le secrétaire au registre, c'était John Rolfe lui-même. Oh, est-ce qu'il laisse croire que ce serait pas un enfant légitime? Est-ce qu'il laisse croire que c'est un enfant qui aurait été conçu pendant sa période de captivité? Est-ce qu'il laisse croire que... Oh. Qu'en dites-vous, Watson? Ferme ta gueule, espèce d'Asperger! Vous vous souvenez dans Pocahontas 2, quand elle part en Europe puis que c'est amusant parce qu'elle comprend pas les codes sociaux? Ben, on est pile rendu à ce moment-là. Quelques mois plus tard, toute la petite famille part pour l'Angleterre, histoire de présenter les habitants du Nouveau Monde au roi James. J'en bave d'impatience! Effectivement, quelques Powhatan vont être du voyage avec des instructions secrètes de faire une entaille sur un bâton à toutes les fois qu'ils vont croiser un Européen, histoire d'évaluer les nombres de la tribu des Anglais au cas où faudrait les attaquer un jour. Inutile de s'inquiéter, chef. Il doit y avoir 50 Européens max. À la cour, Pocahontas et ses amis vont être exhibés comme des objets de curiosité et la princesse des Powhatan va être présentée comme une grande victoire de l'assimilation dans sa belle grande robe à corset, son visage poudré comme une dame de la cour, une impie qui a quitté sa société barbare pour adopter le christianisme civilisé, blablabla. C'est super humiliant pour les Powhatan. Bref, juste après ce speech-là, quand tout le monde va être en file pour le buffet, qui Pocahontas va-t-elle pas croiser? John Smith, toi chose, en chair et en exagération. La nourriture des Européens sent encore plus le persil que le persil. Qu'est-ce que c'est ça? Une quiche au persil? Comment les choses pourraient-elles être pires?
Si c'est pas la petite impudique. Ah, John Smith, mais bien sûr. N'étiez pas censé être mort ou quelque chose de le fun? Mort? Je l'ai cru moi-même un instant, mais... A cool story, Smith, mais je vais maintenant aller voir ce dompteur d'ours et empathiser avec l'ours. Je choisis l'ours, Smith. Oui, mais cet ours vous protégera-t-il des cambrioleurs comme le ferait un homme? Tout ça pour dire que dans la version de Smith, Pocahontas était bien contente de le voir. Détail intéressant. Lors de leur visite au palais de Whitehall, Lady Pocahontas et John Rolfe auraient même pas compris qu'ils étaient en présence du roi tellement il avait l'air de rien. Non, mais c'est drôle parce que c'est James Ier, puis que depuis le début, la joke sur lui, c'est qu'il est petit, qui marche tout croche, puis qui bave en parlant. C'est avec beaucoup de curiosité que j'accueille ces visiteurs du Nouveau Monde dans notre décor enchanteur et civilisé. Je ne comprends pas, Rolfe. Pourquoi m'avez-vous amené à la pièce de théâtre de ce lutin? N'ayez crainte, mamie, ça doit être une sorte de bouffon. Le roi va finir par arriver. Éventuellement, au terme de toutes ces aventures, Pocahontas va insister pour rentrer chez elle et évidemment, John Rolfe va accepter. Ah ouais, mais bonne nouvelle, au moins elle va pouvoir revenir à tout ce qu'elle connaît. Détail dark. En fait, non. Le bateau va même pas avoir le temps de quitter les côtes anglaises qu'elle va pogner une maladie inconnue, genre la petite vérole, et mourir très rapidement, très loin de chez elle, à l'âge de 21 ans. Oh non! Et on dit que lorsque le père de Pocahontas a appris son décès, il serait tombé dans un grand chagrin et qu'il serait lui-même décédé 1 an plus tard. Oh non! Le petit Tomokomo, quant à lui, va rester en Angleterre alors que John Rolfe, lui, repart pour le Nouveau Monde, continue à faire du méga moula. Le tabac va devenir l'or de la Virginie et sa culture sera un tournant dans le développement économique de la région. Les affrontements entre Anglais et Powhatan vont continuer pendant encore plus de 50 ans et éventuellement, malgré toutes leurs tentatives pour repousser les envahisseurs, vers 1650, on estime à 5000 le nombre de colons installés en Virginie, tandis que la quasi-totalité des villages Powhatan ont été anéantis. Le fin mot de l'histoire avec un grand H. S'en est suivi ce qu'on sait aujourd'hui, des belles rues bétonnées bondées, des magasins à 1 pièce, des itinérants, des poubelles partout, des pensionnats autochtones, des femmes disparues qu'on cherche pas et une société au complet qui a de la misère à distinguer les micmacs d'un sandwich au steak haché. Et c'est sur cette belle histoire de tabac et de sang que se sont tranquillement bâtis les États-Unis d'Amérique. Amenant par bateau de plus en plus d'Européens et massacrant ou assimilant au maximum les peuples autochtones. Donc, qu'est-ce qu'il y a à soutirer de tout ça, vous allez me demander? Si on revenait à Disney? Non, mais dans le sens que la synthèse qui nous est proposée dans le film, c'est que Pocahontas a été, à un certain moment dans sa vie, le pont entre 2 nations opposées dans un combat à mort par l'histoire avec un grand H. Pocahontas, c'est la porte-étendard d'une tentative de paix, qui va presque avoir l'air de fonctionner à un certain moment, même si certains la diraient condamnée à échouer. Et si l'histoire de Pocahontas, c'était celle d'une lueur de paix, d'un battement de cils d'harmonie, d'une tentative de conciliation, avant même qu'on ait besoin de parler de réconciliation. Le souvenir d'une étincelle d'humanité dans le chaos des pires moments de l'histoire. Je m'appelle Charles Beauchesne et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une idée originale de Charles Beauchesne, toi chose. Au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, Anne-Hélène Prévost et François de Grandpré. À la réalisation, Barbara Judith Caron. Au montage, Alexandre Sarkis. Au son, le studio La Chope. À la coordination, Clément Turpin. À la production, Rosalie Granger. Producteur exécutif, Raphaël Huismans et Philippe Lamarre. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une production d'Urbania.